enfin, j'ai été pas mal marquée par le livre de René Berthelot sur la pensée de l'Asie et l'astrobiologie, qui parle du développement de l'astrologie dans les sociétés agricoles, c'est-à-dire qui insiste sur le fait que c'était nécessaire de regarder les rythmes des saisons, les rythmes planétaires, pour faire pousser les plantes dans les sociétés agricoles. Et il y a plusieurs choses pour moi qui sont liées à ça. Alors d'une part, quand on regarde un peu les astrologies diverses au cours du temps et de l'espace, sans parler de tous les courants contemporains multiples, on se rend compte qu'il y a plusieurs paysages du monde qui sont liés à l'astrologie. D'ailleurs, je commence en fait, d'autant plus que Jacques insiste toujours sur le fait que j'ai été liée à Carteret, et c'est vrai. Je commence par citer un texte de Carteret que j'aime bien à ce sujet. Les détracteurs de l'astrologie l'opposent toujours à l'astronomie, ce qui est une approche complètement fausse. En astronomie, la Terre tourne autour du Soleil, c'est le mode héliocentrique dans lequel la Terre est objectif, temporel, relativement physique. En astrologie, la Terre est au centre du monde et elle ne bouge pas, c'est le système géocentrique où la Terre est subjective, intemporelle, absolue et métaphysique. La Terre au centre du monde est celle du Brahman, la Terre qui tourne autour du Soleil est celle du guerrier. Le drame de la conscience, le drame de l'être, c'est d'être à la fois sur l'une et l'autre Terre qui sont pourtant la même Terre. Enfin, ça peut couvrir beaucoup de réflexions. En fait. Mais du point de vue anthropologique, enfin, pour moi, il y a une relativité extrême de toute démarche astrologique. Il n'y a pas une démarche astrologique qui soit vraiment exacte d'une manière absolue. Enfin, dans la mesure où, de toute façon, il y a une dimension géocentrique et subjective de l'astrologie, qui n'est pas simplement d'un point de vue individuel, mais qui est liée au fait que l'astrologie s'est développée dans des climats et dans des temps complètement différents les uns des autres, c'est-à-dire que chaque fois, le paysage du monde est un paysage qui est lié à un territoire collectif précis. Et à beaucoup de ces époques où l'astrologie s'est développée, enfin, notamment par rapport à l'agriculture, notamment en Chine, enfin, je pense aux travaux par exemple de René Berthelot, mais aussi à toutes les études de la Chine qu'a fait Marcel Granet, on se rend compte que l'astrologie fait partie des moyens d'intégration de l'individu à un travail collectif extrêmement déterminé, c'est-à-dire que, en fait, le thème astrologique est le thème astrologique d'une unité collective avant d'être celui d'un individu qui n'est plus partie de cette branche collective. Une des choses qui me semble importante par rapport à ça, c'est qu'à l'heure actuelle, du fait de cette espèce de multiconscience planétaire qui nous touche tous, il y a une bascule en fait du rôle que peut avoir l'astrologie, de ce qu'elle appelle en nous, dans le sens où en fait, moi personnellement, je ressens l'astrologie comme quelque chose qui peut aider à se situer en dehors ou au-delà des normes, alors que l'astrologie a été beaucoup utilisée comme normative jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait. À l'heure actuelle, pour moi, l'astrologie peut plutôt aider à se situer au-delà des normes diverses, enfin, mais en les comprenant en même temps. Enfin. Alors, je reviens à ce niveau-là à la pensée analogique, parce que parmi les choses que je trouve très importantes aussi, et je suis toujours étonnée qu'on assiste très peu sur ce plan, énormément d'astrologues soit théorisent, soit s'insurgent contre les théorisations et les modèles divers, alors qu'en fait, l'astrologie,
c'est d'abord un paysage du monde et c'est d'abord un corps, une substance d'image. Si vous prenez le zodiaque occidental, on parle de tout ça, les 12 signes, les 4 éléments de l'espace, les 3 éléments du temps, la naissance, la vie, la mort. En fait, ce sont les planètes, enfin, ce sont des réalités, ce sont des substances, enfin, il y a une analogie universelle dans le sens où le soleil et la lune, la terre et le ciel, le jour et la nuit existent pour tout le monde. Il y a un élément complètement symbolique et qui va vers la subjectivité, dans la mesure où chacun a une perception différente de ces valeurs-là. Et en aucun cas, le soleil, la lune, la terre, le ciel ne peuvent être assimilés, selon moi, à des concepts statiques, moralisants, à des définitions psychologiques raides, quelles qu'elles soient. Par contre, le fait qu'à l'heure actuelle, en fait, il y ait une possibilité de se situer dans une certaine distance vis-à-vis d'énormément de normes qui nous ont touchés auparavant, il y a aussi une possibilité d'approfondir un certain narcissisme cosmique pour lequel je trouve que l'astrologie donne des éléments intéressants. Et à ce niveau-là, je serais partante pour valoriser une dimension écologique dans l'astrologie. C'est-à-dire qu'il y a une méditation possible à travers l'astrologie sur les éléments fondamentaux. Enfin bon, par éléments fondamentaux, j'entends en fait les éléments qui nous touchent au niveau de l'enfance, au niveau de la perception directe sensorielle du vivant, au niveau du monde organique, du monde de la santé, les éléments de jouissance qui sont extra-citadins, qui font d'une certaine façon, on peut retrouver peut-être dans l'astrologie une campagne sous la ville. Alors, il y a quelque chose aussi de très important qui touche à la fois à la pensée analogique et à la structure de l'astrologie. Enfin, c'est vrai que très souvent, trop souvent, les astrologues ne regardent pas assez la materia prima de l'astrologie, qui est quelque chose sur quoi ont tout de même beaucoup travaillé les alchimistes, qui n'ont pas toujours été des charlatans, mais qui ont parfois été des gens exemplaires dans la mesure où ils reconnaissaient la part de la singularité dans leur travail et en même temps la part, enfin pour moi il y a une part scientifique dans l'alchimie au sens de l'approfondissement du travail qui est très différente de la vision scientifique contemporaine qui cherche plutôt la répétition et la standardisation que l'approfondissement singulier dans la relation avec le monde. Il y a donc une chose importante, c'est l'absence de la répétition. Enfin, quand on regarde le ciel, quand on regarde le thème astrologique, quand on regarde la diversité des courants astrologiques, on se rend compte, enfin quand on regarde la vie tout simplement, on se rend compte qu'il n'y a jamais de répétition dans le monde. Enfin, il y a des retours,
effectivement, les saisons reviennent, mais c'est jamais exactement la même saison. Jupiter peut revenir en Sagittaire, Pluton peut revenir en Scorpion, Uranus et Neptune peuvent revenir en Capricorne et y être conjoints, mais tout change en même temps. Je veux dire, c'est pas dans le même lieu du monde qui est toujours en expansion infinie que les choses se situent, et elles ne se situent jamais exactement les unes par rapport aux autres de la même manière. Ce qui fait qu'en fait, bon, moi je suis tout à fait contre tout portrait statique et contre toute prévision d'un déterministe complètement illusoire à mes yeux en ce qui concerne l'astrologie, parce que je considère que chaque individu non seulement est complètement singulier, mais que sa singularité est à la fois quelque chose d'inconnu au départ, en fait, que ce soit pour lui ou pour l'astrologue, même s'il en ressent des déterminations profondes. Et d'autre part, je pense que la singularité de l'individu est créatrice du monde. Donc en fait, pour moi, l'astrologie a une dimension comme ça de pouvoir retrouver à la fois le narcissisme, la singularité, mais à travers une relation, enfin, si je pense que ce soit à la méditation qu'un astrologue peut faire concernant un thème quand il en a envie, ou si je pense à la relation du dialogue, de la consultation, je pense toujours de toute façon que l'astrologie n'est qu'un véhicule. À ce niveau-là, d'ailleurs, à la limite, peu importe que les gens soient conditionnalistes, sidéralistes, qu'ils soient marqués par Vouga, par Berton, par Carteret, par Barbeau, par l'informatique, par n'importe quoi, du moment que quelqu'un a une cohérence avec sa démarche, avec son itinéraire, et à mon avis, c'est intéressant que cette chose-là soit explicitée. Enfin, bon, d'ailleurs, à ce niveau-là, je souligne que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Bernard Blanchet hier soir concernant Radio Pluton, parce que j'apprécie beaucoup que les gens se situent par rapport à leur discours, enfin, entre autres. Ici Radio Pluton. J'apprécie aussi beaucoup qu'on approfondisse les valeurs nocturnes de l'astrologie, enfin, les valeurs qui correspondent à ce que j'ai appelé quelquefois la liste noire de l'astrologie, parce que Jacques insiste beaucoup, finalement, sur le fait que l'astrologie est récupérée par des démarches qui font que finalement l'astrologue ne définit pas sa spécificité. Et c'est vrai qu'à mes yeux, l'astrologie enfin, la pratique, le discours des astrologues sont souvent très pauvres dans la mesure où ils se contentent très souvent de vérifier, de valoriser, de souligner les démarches contemporaines les plus à la page, en quelque sorte. Enfin. Alors que pour moi, il y a, enfin bon, j'ai mené toute une réflexion sur les valeurs nocturnes de l'astrologie et sur ce qui a tendance à être souvent gommé par les astrologues. Enfin, je pense notamment aux planètes les plus lentes, qui sont souvent soit vécues comme des choses qui n'ont qu'une dimension collective, enfin presque, ou alors, si elles n'ont pas seulement une dimension collective, finalement elles ont une dimension collective tout de même parce qu'elles sont vues à travers l'inconscient collectif dans une vision spiritualiste qui, à mon avis, est beaucoup trop rigide par rapport aux possibilités d'expression individuelle.
Bon alors, je continue comme ça à donner des choses en vrac. Enfin, j'insisterai peut-être d'une manière plus structurée sur certaines choses en parlant plus tard de la thérapie. Mais personnellement, je valorise beaucoup tout ce qui est en relation avec le désir et avec l'aventure. Enfin, dans le dialogue de la consultation ou dans la méditation sur le thème, l'astrologie, pour moi, effectivement, n'est qu'un véhicule par rapport auquel j'essaie d'être cohérente dans le présent et dans mon histoire. En fait, c'est-à-dire que j'essaie d'être fidèle aux conventions que j'ai choisies et à leur transformation, parce qu'il y en a toujours. Mais ça n'est qu'un véhicule, pas tellement dans le sens où ça serait un véhicule de voyance, ce que je trouve une facilité souvent excessive, mais dans le sens où c'est une sorte de mandala. Enfin, je suis tout à fait dans la mouvance zen à ce niveau-là. Je ressens beaucoup plus l'astrologie comme un art que comme une science exacte, mais comme un art appliqué dans la vie quotidienne, c'est-à-dire comme un art avec une dimension très artisanale en fait. Et pour moi, c'est un véhicule qui doit être utilisé, enfin c'est là que j'ai une certaine éthique notamment, à accoucher le désir de l'autre, mais pas l'image préétablie que j'ai de son désir, ou pas uniquement de cette image-là. Enfin, de toute façon, en général, quand je reçois quelqu'un, je travaille sur un thème, sur le vif, c'est-à-dire je le trace avant, je le dessine, mais je le regarde avec la personne. Je me situe par rapport à ma subjectivité dans l'impression du désir de l'autre, mais je pousse l'autre à exprimer son propre désir. Et là où j'ai une éthique, enfin, pour moi, c'est dans la recherche d'une synthèse possible, enfin d'une harmonie possible entre l'expression du désir et de l'aventure individuelle et l'expression du désir et de l'aventure collective. Bon, toujours en vrac, à ce sujet-là, je ne peux pas m'empêcher de penser au karma, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le milieu astrologique et dans d'autres milieux. Le karma, pour moi, c'est très important dans le sens où chacun a une histoire, que ce soit de cette vie-ci ou d'une autre. Finalement, c'est toujours un karma. Il y en a un qui peut être plus mystérieux que l'autre. On attribue à des incarnations antérieures, à tort ou à raison. Mais l'histoire est toujours un karma dans la mesure où c'est une cause de nous-mêmes qu'on porte sur le dos. Enfin, mais pour moi, c'est assez nécessaire d'aller un peu au-delà de tous les schémas spiritualistes, moralisants systématiques, religieux, qu'ils soient judéo-chrétiens ou même bouddhiques dans certains cas. C'est-à-dire que je privilégie beaucoup la notion d'aventure. Enfin, c'est certainement lié à ma dimension uranienne, entre autres. L'humanité, pour moi, est dans une aventure. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un jeu, il y a une lila qui est à l'origine du monde. Il y a un chaos complètement nocturne qui est riche de matière, et à partir de ce chaos, il y a une aventure, et ça, c'est la faute à personne. Enfin, je veux dire, il faut assumer son jeu, il faut assumer son aventure. Et je trouve que l'astrologie, qui a, pour moi, tout de même, toute une rigueur dans la mesure où un thème astrologique, c'est une histoire très complexe, il y a énormément d'échos du monde dedans. Il y a effectivement
jour et la nuit, il y a une perception qui va du centre à la périphérie et qui revient. Il y a beaucoup d'échos qui se renvoient, il y a des histoires de géométrie qui sont très intéressantes. Il y a un jeu en fait de concentration dans un thème astrologique qui permet de faire une recherche sur l'aventure. On va approcher l'heure du déjeuner et donc on va aller manger donc à la cafétéria qui est à quelques mètres d'ici, la cafétéria du casino. Mais pour l'instant, je pense que ce serait intéressant de consacrer une dizaine de minutes à ce que tu as dit. C'est des personnes qui peuvent réagir, qui permettront de mieux intégrer ton propre message en t'interrogeant. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Ah, oui, c'est vrai que c'est surtout à ce niveau-là que ça donne ça crée une atmosphère. Nous avons une question sur ce que tu appelles l'aventure. Déjà, l'aventure, pour moi, se situe quelque part au-delà de la culpabilité, bien qu'il puisse y avoir une coïncidence temporelle, chronologique entre les deux. De toute façon, l'aventure, c'est un choix d'existence hasardeux par certains côtés. C'est le fait... bon, alors, il y a effectivement une aventure collective que certains relient à une évolution. Il y a une aventure individuelle qu'on peut relier à une évolution aussi, dans la mesure où l'aventure applique toujours un chemin, une recherche, parce que les dés sont lancés d'une certaine façon, les dés sont lancés dans l'aventure, c'est ça, enfin, je veux dire. Tu te trouves tu te trouves dans un espace, tu te trouves inscrit dans une temporalité, les dés sont jetés et ce sont les tiens. Tu dois les assumer, que tu les aies choisis ou non, l'existence t'a obligé à être propulsé quelque part. Pour moi, c'est ça l'aventure. Est-ce que vous appelez le karma dans cette situation-là? Comment intervient le karma dans cette humanité, dans cette existence? Le karma intervient dans la mesure où, à partir du moment où je suis dans l'aventure, je m'exprime, je pose des pierres, je construis quelque chose, ça me retombe dessus, ça retombe sur les autres, il y a un déterminisme qui s'inscrit. Mais le rêve que vous apportez à l'aventure aussi, ce que vous avez dit. Le rêve. Ouais. Le rêve dans quel sens? Vivre des expériences en rêve. Absolument, oui. C'est tout à fait à volonté, vous n'avez pas choisi. Je pense que le rêve fait partie du choix où on se trouve, en fait. Il ne fait pas forcément partie d'un choix explicite, enfin, c'est là sa richesse. Pour moi, le rêve, c'est quelque chose qui est effectivement complètement fondamental, de toute façon. C'est-à-dire, c'est quelque chose à porter dans le réel. Enfin, C'est l'inconscient qui vous délivre un message. c'est l'inconscient qui me délivre un message, absolument. J'agis aussi sur mon inconscient
conscient en décryptant ce message. C'est d'ailleurs, la lecture du thème astrologique participe de la lecture du rêve à ce niveau-là. Le thème astrologique est une image de rêve d'une certaine façon. C'est-à-dire absolument, absolument. 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 Bon, nous allons nous arrêter là, parce que l'heure tourne. Je crois qu'on a eu une matinée assez copieuse. Mais tu avais l'intention de parler aussi sur la pensée analogique? Enfin, celui qui peut avoir le sens des réalités, hein, je crois que c'est ça, le sens des réalités. Donc, on se retrouve dans 1h15 ici. Donc, je vous propose que nous allons manger ensemble à côté, là, le cafétéria rapidement, une position modique. Et à 14h, donc, il y a un tout petit changement de programme. Moi, je vous dis, Mme Desclos qui a parlé ce matin, qui devait parler cet après-midi. Alors, M. Guinard qui devait parler ce matin, parlera cet après-midi. Bon, eh bien pas du tout. Alors, certains fédéralistes. bon, alors, chez certains, alors je parle de certains sidéralistes. De toute façon, peu importe, c'est pas ce genre d'argument que je voulais développer sur le sidéralisme, c'est d'un tout autre type. Et à la suite des travaux de Cyril Fagan, dont je crois que vous avez parlé ce matin. Par le passé, il a existé plusieurs systèmes de zodiaques sidéraux. On connaît le zodiaque des 28 astérismes, c'est-à-dire le zodiaque chinois des constellations appelé Siéou, ainsi que le zodiaque indien des constellations. Les constellations étaient appelées Nakshatras. Selon Rupert Glido, qui a lu attentivement Fagan et qui a dénoncé chez Fagan des erreurs monumentales. Alors cet ouvrage de Rupert Glido, qui est un anglais, il a été traduit en français, Les origines du zodiaque, la traduction est chez Stock en 1971, donc il y a quand même 20 ans, la traduction a quand même 20 ans. Bon, Rupert Glido montre que la première mention des astérismes qu'on trouve en Inde apparaît dans l'Atharvaveda, au chapitre 19. C'est un des écrits védiques qu'on peut dater à peu près du Xe siècle. Bon, évidemment, les exégèses sont contradictoires. Et on lit quelques phrases comme ça dans le texte. Hein, ce sont des textes mythiques, hein, religieux. Celui-là est ésotérique. Et on lit obtenir la bienveillance des 28, c'est-à-dire des 28 constellations. On peut interpréter ça comme se rapportant aux constellations, aux astérismes indiens, donc, qui auraient été connus à peu près au Xe siècle, et certainement après. C'est pas parce qu'un texte, le plus ancien texte qu'on ait gardé, mentionne quelque chose, que cette chose n'ait pas existé avant. On verra ce qui restera dans 3000 ans de tout ce qu'on aura produit aujourd'hui. Après les astérismes, donc ces constellations, ce système des 28 constellations se serait propagé en Chine et en Arabie. Ils apparaissent en Chine, ils n'apparaissent dans les textes qu'au IIIe siècle, donc 7 siècles plus tard, au IIIe siècle avant Jésus. Bon, ce zodiaque est donc très ancien, et apparemment, il aurait précédé le zodiaque des constellations solaires. C'est un zodiaque lunaire, oui. Les 28 constellations, j'en viens, c'est un cycle lunaire, c'est le cycle lunaire à travers les constellations. La révolution synodique de la Lune, c'est-à-dire le temps entre deux nouvelles lunes, est de 29 jours et quelques heures, et 13 heures, je crois. Ainsi, chaque jour, à travers ce zodiaque, se trouvait lié à une constellation. Moi, je dis qu'un bon sidéraliste, déjà, il devrait utiliser plutôt ce type de zodiaque que le zodiaque solaire, qui est beaucoup plus ancien. Donc, il semblerait que le zodiaque solaire des 12 constellations donc, lui ait succédé
Et on trouve dans la fameuse série Moulapine des tablettes babyloniennes du 7 ou 8e siècle avant Jésus-Christ, cette fameuse tablette astrologique et astronomique ne mentionne pas le zodiaque. Et le zodiaque des 12 constellations. Selon Rupert Guido, donc, le zodiaque des 12 serait une invention syncrétique et relativement tardive entre l'Égypte, la Mésopotamie, les cultures mésopotamiennes, et la Grèce. Bon, toujours est-il que ces zodiaques sidéralistes, des 28 constellations lunaires comme des 12 constellations solaires, sont nés des exigences du calendrier, sont nés pour des raisons on essaye de rythmer les fêtes de l'année, rythmer les vendanges, les fêtes, l'organisation de la cité, etc. À l'époque où cette élaboration du calendrier était encore liée au cycle planétaire. Il s'agissait de faire correspondre l'année et le cycle des saisons lors de l'invention ou la mise en place du zodiaque solaire, de faire correspondre donc l'année au cycle lunaire. Ainsi, les 29 jours, 13 heures multipliés par 12, ça nous donne 354 jours, et non 365. Donc il y avait un décalage entre les deux zodiaques. Il y avait un décalage que les astronomes appellent les pactes, c'est-à-dire la différence de 11 jours entre ces deux zodiaques. Et cette découverte serait une découverte des cultures mésopotamiennes à Babylone au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est à peu près vers cette date-là qu'on peut imaginer l'apparition, en tout cas dans les textes, du zodiaque solaire. Et chez les Chinois, qui ont, vous savez, un cycle animalier, un cycle zodiacal animalier